20h30 à Koloma, bonsoir. Crise du secteur de l'éducation, État et syndicats se sont retrouvés ce matin à l'initiative du médiateur de la République. Des propositions concrètes sont faites par le gouvernement. Et puis santé, on vous parle ce soir de l'insuffisance rénale, une maladie silencieuse qui fait de nombreuses victimes à travers le monde. À l'occasion de ce 9 mars, journée mondiale des reins, l'accent est mis sur l'information et la sensibilisation. Vous aurez également les échos du don d'équipements sportifs de la fondation SMB Wakria AC de Bokeh, un coup de pouce d'une valeur de 60 000 €. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Je suis très ravie de vous retrouver au compte de cette grande édition. Éducation, les négociations se poursuivent pour juguler la crise. Ce matin, les deux partis, État et syndicats, se sont retrouvés à l'initiative du médiateur de la République. Des propositions concrètes sont faites et le gouvernement annonce la tenue prochaine d'une assise nationale pour examiner les conditions de travail des enseignants. Reportage Alia Kamara. Les nécessités de service. Article 1er. Est demain rapporté la décision numéro 2017-5734, ministère fonction publique, réforme de l'État, modernisation de l'administration DNGC, du 18 octobre 2017, portant suspension de M. Abakar Souma. La décision avait été annoncée de payer les 5 mois de salaire du syndicaliste Aboubacar Souma, mais non encore appliquée en raison des contraintes du circuit administratif et financier. Maintenant c'est fait, place aux autres points à l'ordre du jour. Ce vendredi, le gouvernement est venu avec des propositions concrètes pour une sortie rapide de crise. Les discussions portaient sur le paiement des 30%. Et le gouvernement a exposé clairement la situation économique et financière du pays qui le limite dans sa bonne volonté de faire face à une revendication qui est légitime, mais qui est aussi un acquis dans le cadre des négociations que nous avons eues dans le passé avec le mouvement syndical. Les 40% en réalité avaient été échelonnés entre l'année 2018 à raison de 20% et l'année 2019 pour les 20 autres pourcents restants. Donc aujourd'hui, le gouvernement, en tenant compte du désir pressant du peuple de Guinée de voir les enfants reprendre le chemin de l'école, a fait un effort supplémentaire en proposant de payer à la fin du mois de mai, après le passage de nos partenaires du FMI de la Banque mondiale, les 10% qui étaient prévus initialement pour le mois d'octobre. Donc le gouvernement propose de payer 10 autres pourcents à la fin du mois de mai. Un échelonnement des 30% pour faciliter la reprise des cours, permettre au pays de reprendre un climat de sérénité et relancer la machine de recouvrement des fonds. La Guinée doit tenir des engagements vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale. Du côté du corps enseignant, on note une réelle avancée. Le premier pas d'abord, c'est le fait d'accepter ce dialogue-là, créer ce cadre de concertation que vous avez connu depuis que le président nous a invités à se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout finit par le dialogue. Donc moi je crois qu'un problème aussi grave soit-il finit par être réglé autour de la table. Outre la question des 30%, les deux parties, sous la facilitation du médiateur de la République, s'entendent sur l'ouverture rapide d'un couloir de négociations autour des 8 millions que réclame le corps enseignant. Là aussi, des négociations vont être engagées. Mais en attendant, le gouvernement demande la suspension du mot d'ordre de grève au terme de cette journée de négociation. Nous demandons aux syndicalistes d'examiner avec bienveillance, avec indulgence, les propositions nouvelles que le gouvernement vient de leur faire, de manière à suspendre la grève pour permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école et mettre fin à l'angoisse des parents et aussi laisser cet avenir prometteur pour notre jeunesse ouvert et plus important que tout ce que nous pouvons avoir comme frustration ou colère légitime. Les enseignants disent avoir pris acte de ces propositions et projettent une réunion d'urgence demain samedi pour les étudier. Pour sa part, le gouvernement annonce la tenue prochaine d'une assise nationale sur les conditions de vie et de travail des enseignants, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de transparence pour Décentralisation suite aux élections locales du 4 février dernier. Une étude est en cours. C'est pour renforcer les capacités des nouveaux élus afin qu'ils puissent fournir un service public de qualité. Reportage Oumoutouri.
En Guinée, le constat révèle que le transfert de compétences vers les administrations décentralisées n'est pas effectif, tel que prévu par le Code des collectivités locales révisé. Après les élections locales du 4 février dernier, le gouvernement et ses partenaires prennent cette préoccupation à bras-le-corps. À Conakry, les cadres des départements sectoriels examinent le rapport d'étude sur le processus de transfert de ressources et de compétences. L'étude prend en compte tous les aspects liés à l'autogestion des collectivités afin de pouvoir contribuer au bien-être de leur population. Cette étude a pour objectif de mettre en exergue les moyens, les ressources financières qui doivent accompagner le transfert des compétences aux collectivités locales, notamment des compétences des ressources financières, surtout des ressources humaines. Et là, nous avons mobilisé un expert dans ce cadre et il nous restitue aujourd'hui les résultats de cette étude pour nous dire exactement quelles sont les ressources aujourd'hui qui sont utilisées par l'État dans les domaines, certains domaines exercés aujourd'hui par l'État, mais dont les compétences ont été transférées aux collectivités locales. Ces échanges d'expériences entre experts vont déboucher sur des propositions concrètes en conformité avec le nouveau code de collectivité locale. Le processus de décentralisation étant transversal, les autorités et l'Union européenne s'engagent à consolider cette étude en vue de la mise en œuvre effective des transferts de ressources et de compétences. Cette étude qui est restituée aujourd'hui cadre dans le programme d'appui à la décentralisation et à la déconcentration. Et, en fait, c'est un processus. L'Union européenne appuie déjà la Guinée depuis des années dans la décentralisation et la déconcentration. Le gouvernement guinéen, dans la lancée qui est la sienne, a procédé au transfert de 32 pouvoirs de l'État aux collectivités locales et également le transfert des ressources liées à ces pouvoirs. Mais un tel pouvoir dans les mains d'une collectivité a besoin d'être encadré, a besoin d'être suivi. Et pour ce faire, il n'y a pas meilleure enseigne, il n'y a pas meilleure adresse que la compétence déjà du département et celle des départements sectoriels, tous concernés par ce transfert de compétences. Il n'y a pas meilleure enseigne qu'un encadrement donc légal. À travers ce conclave, une importante étape a été franchie par les autorités dans la mise en œuvre de la démocratie locale en Guinée. Parlant toujours des collectivités locales, il est également question de performance en matière de fiscalité et de recouvrement des recettes. Les communes de Conakry et de Dubreka ont désormais des guides et des manuels amendés et validés en la matière. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. Il ressort d'un diagnostic mené par un groupe d'experts en fiscalité que le système fiscal guinéen n'est pas clairement compris par les contribuables. Pour aider les communes de Conakry et de Dubreka à mieux maîtriser leur potentiel fiscal, les acteurs locaux discutent de la validation des guides de fiscalité et manuels de recouvrement des recettes fiscales. La démarche consiste à amener les collectivités territoriales à améliorer leur performance en matière de recouvrement des impôts, droits et taxes. Ce sont des documents, comme je le disais tantôt, qui sont très importants dans la collecte des ressources des localités. Et cette collecte des ressources va permettre d'abonder les budgets locaux. On ne peut construire un pays qu'avec ceux qui savent ou dont les capacités de développement sont renforcées. Ainsi se justifie la réalisation de cet atelier qui va permettre aux cadres ici invités non seulement de s'imprégner de l'outil qu'est le trésor, les ressources fiscales, mais de les utiliser à bon escient. Les acteurs s'approprient les meilleures méthodes d'analyse du processus de mobilisation des ressources.
qu'il y a des recettes qui sont affectées aux collectivités, mais qui sont mobilisées par les services de l'État. La commune ou les communes ne sont pas impliquées. Elles ne reçoivent que les pourcentages qui les reviennent. Alors, elles ne savent le plus souvent pas sur combien elles reçoivent ces pourcentages-là. Alors, nous pensons, et c'est ça le but de cette étude-là, qui voudrait que les communes maîtrisent leur potentiel de ressources propres à elles et qu'on leur donne les moyens, surtout humains, de pouvoir mobiliser ces ressources-là et les gérer elles-mêmes. L'élaboration de ces documents constitue un des axes majeurs posés par les autorités en charge de la décentralisation. À travers ce guide de fiscalité et ce manuel de recouvrement des recettes, les acteurs sont engagés à prendre réellement en main la gestion des affaires publiques de leur localité. Autre sujet, la Guinée est un pays d'attraction minière par excellence, mais les négociations faites dans le cadre des conventions minières ne tiennent pas souvent compte de tous les paramètres. Les cadres du ministère des Mines et de la Géologie en sont conscients. Ils enseignent aux plus jeunes la notion de négociation, surtout quand il est question de conventions minières. Reportage Valérie Talimanet, Mohamed Lamine Kaba. La valorisation des richesses, notamment celles minières, nécessite le respect de certains nombres de préalables et procédures appelées conventions. Afin d'améliorer la connaissance des administrateurs de ce secteur, un exposé est animé par le secrétaire général du département à l'intention des cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Objectif: partager les techniques de négociation en matière de convention minière. Le plus important, c'est qu'il ne faut jamais négocier à vue. Aujourd'hui, au ministère des Mines, on a développé un système de négociation sur la base des modèles financiers. Lorsqu'on négocie, on doit donner une exonération d'un an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Il faut qu'il y ait un modèle financier qui donne en amont le profil des revenus de la société et de l'État tiré du projet minier. Donc quand on négocie bien, je tiens à parler de la renégociation, le potentiel, les possibilités de négociation deviennent faibles. Mais si on négocie mal, il y aura toujours des tentatives de renégociation ou même des renégociations effectives. Une négociation de convention minière réussie devra permettre à l'État d'obtenir et de stabiliser les ressources financières en échange de l'exploitation des ressources non renouvelables. Côté compagnie minière, elle permet d'assurer la viabilité du projet. J'ai été très impressionné. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je suis capable désormais de pouvoir négocier et renégocier les contrats. Les fondements d'une négociation de convention minière reposent principalement sur les dispositions du Code minier fixant les règles globales devant s'appliquer aux différentes phases d'un projet minier. De la prospection à la recherche, puis à l'exploitation des substances minérales, les deux parties en négociation s'accordent sur le respect de l'investissement minier lié à l'État et à l'investisseur. En matière de prévision climatique aussi, les données fournies reflètent peu la réalité dans notre pays. Mais pour changer la donne et favoriser la fourniture de données météorologiques fiables, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial font un don d'équipement au département de l'environnement. Précision, Mamad Alpha Baldé. À l'heure des changements climatiques, la maîtrise des données météorologiques et le renforcement des capacités des services du ministère en charge de l'environnement s'avèrent indispensables. Dans la dynamique d'adaptation et de résilience au réchauffement climatique, le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial met à la disposition du département de l'environnement et des transports 9 stations météorologiques automatiques, des engins roulants, informatiques et autres matériels de pointe. Qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, vous avez vu que pratiquement tout ce qu'on doit faire doit être sur la base des connaissances du temps et du climat.
C'est-à-dire maintenant un agriculteur qui ne connaît pas à quelle période il faut s'aimer, quels sont les types de semences qu'il faut utiliser, pratiquement avec les changements climatiques, maintenant sa production sera vouée à l'échec. Maintenant lorsque vous prenez les transports, que ce soit transport maritime, aérien et terrestre, vous voyez ce que ça fait comme conséquence. Les appareils obsolètes que la météo utilisait est en retour avec la nouvelle technologie mondiale qui se développe. Recevoir des outils performants, on ne peut que s'en féliciter. On va apporter du nouveau quand les renforcements de capacité, les outils de renforcement de capacité sont obtenus. Il faudrait bien que nous allons acquérir sur le terrain des résultats. Des résultats, ça va encore renforcer, motiver et donner l'engouement des cadres au travail. Ce matériel d'une valeur de plus de 2 milliards de francs guinéens est destiné à des préfectures comme Farana, Kankan, Kissidougou, Pita, Koubia et Lelouma. Un aspect aussi qui est important, c'est que ça aide à sécuriser l'espace aérien guinéen avec la précision des informations de navigation, donc la vitesse du vent, le niveau d'ensoleillement, la couverture nuageuse, toutes ces choses qui permettent à nos collègues qui traitent au niveau de l'aviation civile d'avoir un bon positionnement de la mise en ligne des gros porteurs. En temps réel, toutes les données qui vont être prises à Pita seront transmises vers le serveur central au niveau de la Direction nationale de la météorologie à Conakry, qui elle-même est connectée au réseau mondial de météorologie au niveau international, conformément aux conventions auxquelles la Guinée est partie. Et la transmission de ces données se fait de façon automatique à partir du serveur, via les satellites, avec le système GPRS, qui permettront donc à la Guinée d'être vraiment en phase avec les dernières générations et les dernières conditionnalités de transmission des données météorologiques. La mise en service de ces équipements permettra à la Guinée de fournir des informations météorologiques précises à l'échelle nationale et renforcer la lutte contre la dégradation de l'environnement. Dans l'actualité également, la commission de suivi du code de bonne conduite était devant la presse ce matin même. Elle s'est prononcée sur le déroulement du processus et à propos, elle se félicite de quelques avancées démocratiques tout en fustigeant certaines insuffisances. Reportage Djene Yansani. Plus d'un mois après l'organisation des élections communales, la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques présente son rapport d'observation du processus électoral. Devant les journalistes des médias publics et privés, la structure dit d'abord sa satisfaction face aux acquis démocratiques. Il s'agit notamment du respect du chronogramme élaboré par la CENI et la démultiplication des bureaux de vote qui a permis aux électeurs d'être plus proches de leur lieu de vote. Les concertations régulières entre la CENI et les parties prenantes du processus électoral, le respect du chronogramme élaboré et publié par la CENI, le déroulement d'une campagne apaisée et civilisée, la proximité de l'électeur de son bureau de vote, l'implication des jeunes et des femmes dans le processus électoral, l'inscription en grand nombre de jeunes et de femmes sur les listes de candidature, la participation massive des candidats indépendants aux élections locales. En revanche, la commission de suivi du code de bonne conduite déplore les violences post-électorales en passant par le manque de débat public sur les projets de société jusqu'à l'utilisation abusive de vote par procuration. Le manque de débat public sur les projets de société des candidats, la mauvaise distribution et gestion des cartes d'électeurs empêchant certains citoyens de voter, le retrait et la détention de plusieurs cartes par des citoyens sous prétexte qu'ils connaissent les propriétés et les propriétaires pendant qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Le nombre insuffisant de membres des commissions de distribution des cartes d'électeurs, 3 membres par quartier,
quelle que soit la taille du quartier et le nombre d'électeurs. La commission de suivi du Code de bonne conduite appelle l'ensemble des acteurs politiques à tirer les leçons des élections communales 2018 afin d'asseoir désormais un processus électoral fiable pour mieux traduire la volonté et le choix des populations. Volet santé, nous allons vous parler ce soir de l'insuffisance rénale. Elle fait partie des tueuses silencieuses, peut-être parce qu'elle est peu connue, mais ce 9 mars, journée mondiale des reins, l'information et la sensibilisation paraissent indispensables sur le danger de cette pathologie. Reportage Tcherno Maroufba, Adia Toubari. Les reins, un organe crucial pour l'organisme humain. Il se situe sous les côtes de part et d'autre de la colonne vertébrale et non dans le bas du dos, comme le laissent croire de nombreuses expressions populaires. Cet organe assure la filtration du sang et l'évacuation via l'urine des déchets du corps. Cependant, avec l'hypertension artérielle et le diabète, deux pathologies très courantes, cet organe se retrouve souvent affaibli, l'empêchant de jouir son rôle, d'où l'insuffisance rénale. Chez nous, les 10 dernières années, la première cause, c'est l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que les personnes qui ont des pressions artérielles très élevées, plus que les chiffres autorisés par l'Organisation mondiale de la santé, courent un risque de maladie rénale et c'est la première cause en Afrique subsaharienne. Donc il n'est pas dit que tout hypertendu aura un problème de rein. C'est lorsque cette maladie n'est pas maîtrisée. Lorsque l'hypertendu ne respecte pas son régime, ne prend pas ses médicaments, il court le risque de développer des complications parmi lesquelles il y a maladie rénale. Donc une maladie rénale à son degré ultime, on dit insuffisance rénale chronique. Donc la première cause ici actuellement en Afrique subsaharienne, c'est l'hypertension artérielle. Au Centre national d'hémodialyse de l'hôpital national d'Onka, les patients souffrant de complications rénales chroniques se comptent en centaines. Opérationnel depuis les années 2000, avec une quinzaine de machines appelées NIFO-hémodialyse, les patients bénéficient de traitements à vie. Enseignant, Sori Kokura Diallo souffre de l'insuffisance rénale depuis 6 mois. Mais avec ce traitement, l'espoir pour ce sexagénaire est permis. Bon, il y a beaucoup de mieux, j'en ai vraiment souffert. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Avec les dialyses, je me sens beaucoup mieux. Alhamdulillah. Oui, le traitement est gratuit. Je suis pris en charge. Il y a un taux qu'on paye, mais qui est insignificatif par rapport au centre privé. Dans ce centre, les patients sont passés de 30 à 35. Avec la subvention de l'État, la prise en charge de cette pathologie se fait sentir. À cause de l'extension du service, 15 autres appareils sont en attente d'être installés. Si vous avez vu, c'est un traitement très coûteux, ce qu'on appelle épuration extra-rénale. Ça veut dire que de façon artificielle, ce n'est plus le rein naturel. Une machine arrive à faire ce travail. Cette procédure s'appelle hémodialyse ou dialyse péritonéale. En fait, c'est l'épuration, mais cette fois-ci artificielle, épuration extra-rénale. C'est très coûteux parce que quand le sang du malade, du patient qui a une insuffisance rénale, qui a besoin de se faire ce traitement, quand son sang passe et que le sang est nettoyé, le sang propre lui revient. Après la séance de 4 heures, partout le sang de ce patient est passé, il faut jeter, incinérer. Donc c'est usage unique. Et tout ce qu'on jette là, c'est un minimum d'1 million chaque fois. Minimum 900 000, 1 million. Payer ça chaque fois, c'est très difficile. Et si vous partez encore à l'étranger, c'est encore plus cher. Donc ce qui fait que le malade, avec la subvention de l'État guinéen, le malade ne paye que 25 000 francs guinéens pour chaque séance. En Guinée, aucune statistique nationale officielle concernant l'insuffisance rénale n'est disponible. Seuls quelques centres hospitaliers ont leurs propres chiffres. Mais sur le plan mondial, un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit près de 600 millions de personnes.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, des millions de personnes décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique en raison du diagnostic tardif et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées. Et puis, bientôt, le lancement de la 5e enquête démographique et de santé 2018. Environ 120 jeunes enquêteurs sont présélectionnés pour suivre une formation en technique de collecte des données. Après la formation, ils sont appelés à recueillir les informations sur l'accessibilité aux soins de santé maternelle, et cela dans les 4 régions naturelles du pays. Reportage Younous Atawel Kamara. Ils sont au total 120 jeunes présélectionnés pour la réalisation de la 5e enquête démographique et de santé 2018. Ces enquêteurs seront déployés dans les 4 régions naturelles pour collecter des données dans les domaines de la santé maternelle et infantile, mais également la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Pour recueillir des informations fiables dans les foyers, ces enquêteurs doivent maîtriser les outils et les techniques de collecte des données statistiques. C'est une enquête nationale, donc elle va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national pour aller voir est-ce que les programmes de santé, notamment la santé maternelle, tout ce que l'État et ses partenaires sont en train de faire, ils disent dans leur programme qu'ils veulent améliorer la santé maternelle et infantile en Guinée. C'est-à-dire que les femmes doivent avoir plus accès aux structures sanitaires pendant qu'elles sont enceintes et pendant l'accouchement. Est-ce que cette vision a été respectée sur le terrain? La réalisation de la 5e enquête démographique et de santé est une initiative du gouvernement avec un appui des partenaires techniques et financiers de la Guinée. Il s'agit de la mise en œuvre efficace du Plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020. La Guinée a besoin de données fiables et de données à jour sur les indicateurs de santé en général et aussi sur la santé maternelle, infantile. La dernière enquête de ce type a eu lieu en 2012. Il y a eu d'enquêtes similaires, mais pour comparer, c'est important de faire ces enquêtes régulièrement. Et comme la Guinée depuis a lancé le programme national de développement économique et social, et aussi aligné sur les ODD, c'est très important que tous les partenaires appuient l'Institut national de la statistique pour cette enquête nationale de la santé 2018. La durée de l'enquête est de 2 mois. Les résultats définitifs viendront s'ajouter aux autres données statistiques déjà réalisées. Le projet est piloté par l'Institut national de la statistique. C'était hier la fête internationale des droits de la femme. Au-delà des honneurs et des hommages rendus à la gente féminine, de nombreux cadeaux ont aussi suivi. La première dame de la République, Adjadjene Kondé, avait annoncé des cartons de savon, des pagnes et des vivres pour les mamans des bébés nés hier 8 mars. Ce vendredi, ces nourrices ont effectivement reçu leurs cadeaux de fête. Elles expriment tout leur réconfort face à cette action de solidarité. Maurice Sidibé. Annoncé lors de la fête internationale des femmes, les mamans des bébés nés le 8 mars rentrent en possession de leurs cadeaux composés de savon, de pagnes et de vivres. Les opérations d'acheminement et de distribution ont commencé ce vendredi par la maternité de l'hôpital Bernard Kouchner de Koronti. Dans ce centre hospitalier de Kaloum, 13 mamans ont bénéficié de cette action de solidarité de la présidente de la Fondation Prosmi. On remercie la première dame, on est très content ici, que ça dure beaucoup. Parce que la pensée à nous ici, il y a beaucoup d'hôpitaux, mais la pensée à nous ici, ça c'est vraiment une fierté. C'est une action salutaire. Si la première dame pense aux femmes qui donnent naissance aux bébés, si elle fait des dons à ces femmes, c'est pour leur réconforter, c'est pour leur montrer qu'elle n'a oublié personne dans ce pays-là. Et je l'encourage, je la félicite pour ce don qu'elle fait aux femmes accoucheuses. À la maternité d'Ignasdine, 27 nourrices ont reçu leur cadeau de fête.
Ces nouvelles mères sont animées du réconfort moral grâce à cette action humanitaire de la première dame de la République. Cela veut dire que la première dame n'a pas oublié les malades qui sont quand même alités. Après le palais, on va directement dans les hôpitaux pour faire des dons aux nourrices. Elle est pour les enfants, elle est pour les femmes. Tout le monde sait ce qu'elle fait pour les nourrissons, ce qu'elle fait pour les malades, pour les enfants malades. La Fondation Prosmi, c'est son travail. Le centre médical communal de Ratoma a été la dernière étape de ces opérations de distribution. Ici, elles sont une dizaine à bénéficier de la générosité de la présidente de la Fondation Prosmi. Parmi ces femmes, une a donné naissance à des triplés et une autre à des jumeaux la nuit du 8 mars. On poursuit ce journal par cette feuille d'audience du président de la République qui vient de nous parvenir. Professeur Alpha Condé a reçu ce vendredi la Confédération africaine des élèves et étudiants d'Afrique. Les échanges ont porté sur la volonté de ces derniers à faire domicilier le siège de la Confédération estudiantine d'Afrique à Conakry et de s'inspirer de l'exemple du professeur Alpha Condé en matière de panafricanisme et surtout sa volonté à bâtir une Afrique unie et forte. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. Ils sont membres de l'Association des élèves et étudiants d'Afrique, regroupés au sein de la Confédération estudiantine du continent. Leur entretien avec le président Alpha Condé répond au besoin de s'inspirer du panafricanisme du chef de l'État. Nous sommes porteurs d'un message, nous sommes venus juste soutenir les actions du chef de l'État dans sa politique de gestion de l'État guinéen et de sa politique panafricaniste. Et donc, en tant qu'étudiants, nous avons compris quel était le rôle de l'étudiant dans cette démarche panafricaine-là. Et donc, il nous fallait venir dire au chef de l'État que nous, étudiants, nous avons compris quelle était notre mission désormais dans cette démarche panafricaine-là. Et donc, ça a été une audience avec beaucoup d'émotions où le chef d'État a bien voulu nous accompagner dans la réussite de notre mission et nous sortons satisfaits de cette rencontre. Nous disons à l'ensemble des élèves et étudiants d'Afrique que désormais ils ont un père, ils ont un repère. Et le chef de l'État a souhaité et il a donné son accord de principe pour que le siège de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique, que ce siège-là soit sur la terre guinéenne. Et donc, il a bien voulu que le siège, puisque nous avons sollicité auprès de lui, que le siège de cette confédération soit en Guinée. Et donc, il a donné son accord de principe. Et aussi, il a souhaité véritablement, dans les jours à venir, nous rencontrer pour ensemble nous aider à réussir notre volonté d'unir tous les différents pays africains, puisqu'aujourd'hui nous sommes au nombre de 37, l'Afrique compte aujourd'hui 55 pays. Vous comprenez que nous sommes encore en retard dans cette politique-là d'unir toutes les organisations, pour ne pas dire d'unir tous les différents pays autour de notre confédération. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Alpha Condé a bien apprécié la démarche de la Confédération estudiantine d'Afrique. Lorsque je les ai reçus déjà à l'initiative de leur représentant guinéen Diawara Suleiman, le discours qu'ils ont eu des jeunes étudiants qui pensent pas simplement, chacun ne pense pas simplement à son pays, mais il pense à l'Afrique, à l'ensemble de l'Afrique. Comment faire en sorte que les étudiants africains se connaissent. Et ils ont pris comme modèle le président de la République, qui a été en son temps le président de la FEANF, la Fédération des étudiants noirs d'Afrique en France. Et donc c'est ce modèle-là qu'ils veulent suivre. Et notamment, ils ont parlé de la mobilité des étudiants d'un pays à un autre au sein, dans le cadre de l'Union africaine, mais également aussi dans le cadre de la CEDEAO. Donc je les ai vivement encouragés à aller dans cette voie et que nous ferons tout ce qui est possible à notre niveau pour les soutenir, parce que c'est ça l'Afrique de demain. Et parce que chaque pays pris isolement ne peut pas se développer, ne peut pas aller de l'avant. Mais ensemble, unis, nous devenons très forts et je pense que c'est un bon signal, c'est un espoir aussi que l'avenir de l'Afrique est en train de se dessiner de la manière que nous souhaitons, c'est-à-dire celle d'une Afrique unie et prospère.
Eu égard au rôle éminemment important joué par bon nombre de leaders de la Guinée dans l'émancipation du continent, ce sera une juste récompense de bâtir le siège du panafricanisme estudiantin à Conakry. Et puis, une délégation guinéenne conduite par le ministre des Affaires étrangères séjourne actuellement en Inde. Cette délégation représente le président de la République, professeur Alpha Condé, au premier sommet de l'Alliance solaire internationale. Compte rendu Abdul Karim Condé. Cette nouvelle organisation internationale vise à accélérer le déploiement de l'énergie solaire dans les 121 pays à fort ensoleillement situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Le premier sommet se tient le 11 mars 2018 à New Delhi en Inde. Il porte sur le renforcement de la dynamique de l'Alliance des projets concrets et des stratégies de financement pour la mise en œuvre des objectifs de l'Alliance. Pour faire écho au nombre de pays riches en ressources solaires, l'Alliance prévoit le lancement de 121 projets témoins. Les 50 premiers projets seront signés à l'occasion du premier sommet de l'Alliance du 11 mars 2018 en présence du Premier ministre indien, du président de la République française et du secrétaire général de l'ONU. La Guinée figure en bonne place dans ce programme de l'Alliance solaire internationale, comme le confirme Managas Agarwal, président directeur général du Dynamic Mining Jaguar Versis. Ils sont en Guinée depuis 2008. Ils ont commencé un projet d'électrification rurale à Farana et Zérékoré. Et en ce moment, ils ont un projet de mine de bauxite exactement à Boké. L'exploitation commencera en 2019. C'est un projet qui est financé par la BAD, la Banque africaine de développement. Ils ont de très bonnes relations avec le gouvernement guinéen et ils sont très satisfaits de l'appui et du support technique et matériel de la part des autorités guinéennes. Et grâce à ça, ils commenceront bientôt l'exploitation de la mine. L'objectif a été lancé par la France et l'Inde lors de la conférence de Paris pour le climat en décembre 2015. Depuis le 6 décembre 2017, l'Alliance a acquis le statut d'organisation internationale. On revient sur la fête du 8 mars d'hier. La fête a connu beaucoup d'élan de soutien en faveur des dames, des gestes simples mais qui ont rempli les cœurs de joie et de reconnaissance. Algassi Mouba pour le condensé. « 8 mars, Journée internationale de la femme. En plus des festivités, l'occasion est mise à profit pour offrir des cadeaux aux femmes. Une manière d'encourager cette couche de la société à fournir plus d'efforts dans leurs activités quotidiennes pour le bien-être social. Un geste qu'elle salue vivement. Au total, une trentaine de pagnes et près de 500 t-shirts sont distribués à ces femmes. L'initiative est de SAR Assurance. Elle compte apporter son soutien aux femmes durant ce mois qui leur est dédié. Le but, c'est de motiver les femmes. Ces braves femmes qui sortent à 4 h du matin, aller dans les marchés. Ces braves femmes qui viennent nous soutenir dans nos foyers, nos maris dans nos problèmes. Donc, vraiment, nous sommes là pour encourager. Nous sommes là pour vraiment motiver les femmes dans leurs tâches ménagères. On reste toujours dans le cadre du 8 mars, la fête internationale des femmes. En Guinée, la Fondation African Initiative for Women n'est pas restée en marge de la célébration de cette journée. La Fondation, en partenariat avec le groupe Sonoko, a organisé un programme pour les femmes. On a dit le milieu rural, c'est plus conscientiser les femmes qui sont en ville de bien prendre leur destin en main, prôner leur autonomisation et surtout leur autonomie financière. À l'occasion de la fête des femmes, les dames de l'entreprise Guiter SA viennent en appui aux nouvelles mamans. Au centre mère et enfant Bernard Kouchner de Corentin, les kits sanitaires sont distribués. Ici, comme à la maternité de l'hôpital Ignace Dine, le même don est partagé pour assurer une santé de qualité aux femmes. Autre appui de l'entreprise est celui des vivres et des non-vivres. 2 orphelinats de la capitale ont aussi bénéficié du geste. Il s'agit du centre Regina Marie de Kipé et
et Kiridia de Matoto, une action qui met la Guinéenne à l'honneur. Nous les femmes de Guitère, nous avons décidé de célébrer cette fête à notre manière. C'est-à-dire c'est bien beau de faire la fête, de chanter, de sortir à la télé et tout, mais ce qui sera encore mieux, c'est de poser des actes. À la Cité de la Solidarité, le leadership des femmes pour le développement profite de cette occasion pour faire un don aux femmes démunies. Le geste vise à accompagner les femmes handicapées de cette cité. L'ONG Leadership Féminin pour le développement, on a été créé depuis 2011. D'habitude, nous faisons des dons. On a eu à faire des dons à l'hôpital Yansdine le 8 mars surpassé. Ce jour-là, les femmes qui avaient accouché avaient bénéficié. Sur ce, on a pensé à ces pauvres dames. D'habitude, au lieu de chaque fois venir leur donner des petits montants, des trucs comme ça, ou offrir des sacrifices, on a pensé que ces femmes-là aussi ont besoin d'un moment de joie. Donc l'ONG a pensé à eux pour leur faire ces dons. On enchaîne avec cette actualité sportive. La fondation SMB fait un don d'équipement sportif au Wakria AC de Boké. La valeur est estimée à près de 60 000 €. Un coup de pouce à la promotion du football dans le Kakandé. Reportage Abdelaziz Baldé. Au cours de cette cérémonie de remise de dons d'équipements sportifs, le président de Wakria AC s'est réjoui du geste de son partenaire avant de définir les ambitions de son club dans le championnat national. Nous fixons pour objectif, c'est de jouer au ballon et qu'il y ait des bons résultats et puis le reste suivra. Parce que vous-même, vous venez de le dire, avec l'effort fourni en matière d'équipement et avec tout ce que vous avez vu aujourd'hui comme échantillon, ce sont des échantillons juste qu'on vous a prélevé pour ramener. Et nous pensons déjà que nous avons suffisamment d'équipements. Donc c'est à nous de prouver et montrer à notre partenaire qui ne s'est pas trompé en nous choisissant comme partenaire. De son côté, le directeur général de la SMB a réaffirmé son engagement à accompagner le Wakria AC dans ses ambitieux projets. Voir une équipe aussi récente bousculer un petit peu la hiérarchie, c'était intéressant. Sa première année en première division, il finissait second du championnat. Donc cette année, il est bien parti pour être aussi dans le trio de tête. Comme je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir aussi le championnat cette année à Conakry. Donc il y a des inconvénients pour le public, mais il y a des avantages aussi pour nous pour aller plus régulièrement au stade. La Fédération guinéenne de football, à travers la Ligue guinéenne de football professionnel, apprécie ce geste de la SMB et lance un appel auprès des autres sociétés de la place à faire autant pour plus de visibilité de notre football. C'est vraiment un honneur pour nous que nous puissions assister aujourd'hui à la remise de ces équipements par la SMB qui va aussi donner aussi vraiment de l'honneur à Wakria qui est déjà à une bonne place de notre championnat. Ces équipements sportifs composés de ballons, de paires de magres, de maillots de jeu, de gants, de survêtements et de sacs ont une valeur de 60 000 €. Le Wakria AC est donc bien parti pour jouer les premiers rôles dans le championnat à l'image du Oroya et du Afia. Un reportage de Abdelaziz Baldé rendu par Oumoutouri. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés sur la RTG Coloma. À demain.